Imagine un monde où ceux qui étaient censés protéger leur peuple ont fini par le détruire, et où l'histoire a tout gardé en mémoire. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Premier dirigeant, Caligula, l'empereur qui a déclaré la guerre à la mer. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, connu sous le nom de Caligula, a commencé son règne en l'an 37 après Jésus-Christ avec une popularité immense. Le peuple romain l'adorait. Il était le fils du général Germanicus, héros des légions, et sa simple présence sur le trône semblait promettre une ère nouvelle. Pendant les premiers mois, il libéra des prisonniers politiques, abolit certains impôts injustes et se comporta comme un souverain raisonnable. Mais tout cela ne dura pas. Très vite, quelque chose changea. Et personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Les historiens débattent encore de la cause exacte de sa transformation. Certains parlent d'une maladie grave qu'il contracta peu après son accession au pouvoir, d'autres évoquent une dégénérescence mentale progressive. Quoi qu'il en soit, en moins d'un an, Caligula devint un des souverains les plus imprévisibles et cruels que Rome ait jamais connus. Il fit exécuter des sénateurs pour des motifs absurdes, força des nobles à courir derrière son char comme des esclaves, et se proclama lui-même Dieu vivant. Ce qui, à Rome, était non seulement prétentieux, mais profondément offensant pour les traditions républicaines encore ancrées dans les mentalités. Mais attendez, l'épisode le plus célèbre et le plus étrange reste sa campagne militaire contre la mer du Nord. En l'an 40 après Jésus-Christ, il mena ses légions jusqu'aux côtes de la Manche, en Gaule, comme pour envahir la Bretagne. Les soldats se mirent en ordre de bataille face aux vagues. Puis Caligula ordonna à ses hommes de ramasser des coquillages sur la plage, qu'il appela les dépouilles de l'océan, et déclara la victoire sur Neptune, dieu de la mer. Cette scène, rapportée par Suétone, reste l'un des moments les plus incompréhensibles de l'histoire militaire romaine. Les légionnaires obéirent. Il n'avait pas d'autre choix. Son règne ne dura que 4 ans. En janvier 41, il fut assassiné par des membres de sa propre garde prétorienne, assisté de sénateurs las de ses caprices. Il avait 38 ans. Rome, elle, mit des décennies à digérer ce que cet homme avait fait, ou plutôt défait, en si peu de temps. Les finances impériales, que Tibère avait soigneusement accumulées, furent dilapidées en fait, constructions grandioses et cadeaux extravagants. Caligula laissa un empire fragilisé et une mémoire ternie. Et cela devient encore plus intéressant. Deuxième dirigeant, Néron, l'artiste qui brûle à Rome. Lucius Domitius Aenobarbus, connu sous le nom de Néron, monta sur le trône à l'âge de 17 ans, en l'an 54 après Jésus-Christ. Sous la tutelle de son précepteur Sénèque et du préfet Burrus, ses premières années de règne furent relativement sages. À tel point que les historiens parlent d'un quinquennium Néronis, une période dorée de 5 ans. Mais Néron avait des ambitions personnelles très éloignées de la politique. Il voulait être artiste. Il chantait, jouait de la lyre, écrivait de la poésie. Et il estimait que le monde entier devait l'applaudir. Le problème, c'est que Néron prenait ses performances artistiques très au sérieux, parfois au détriment de tout le reste. Il est rapporté qu'il participait à des concours publics de poésie et de musique et s'assurait toujours de gagner. Les juges, bien entendu, n'avaient guère le choix. Les spectateurs non plus. Selon certaines sources, les portes des amphithéâtres étaient fermées pendant ces représentations. Des femmes auraient accouché à l'intérieur plutôt que d'interrompre le concert impérial. Certains hommes auraient simulé leur propre mort pour être évacués. Voici un détail important. En l'an 64, un immense incendie ravagea Rome pendant 9 jours. 6 des 14 quartiers de la ville furent entièrement détruits, 3 autres gravement endommagés. Des dizaines de milliers de personnes perdirent tout. Et Néron, selon la rumeur populaire rapportée par Tacite, jouait de la lyre en regardant brûler la ville. Il nia toute responsabilité et rejeta la faute sur les chrétiens, inaugurant ainsi l'une des premières persécutions organisées contre eux. Des innocents furent crucifiés, brûlés vivants ou jetés au lion, pour couvrir, peut-être, la négligence ou le crime d'un seul homme. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. Après l'incendie, Néron fit construire sur les ruines de Rome sa Domus Aurea, un palais colossal dont les dimensions défiaient l'entendement. Selon Suétone, Néron aurait dit en inaugurant les lieux « Enfin, je vais pouvoir vivre comme un homme ». Le peuple de Rome, lui, vivait dans des baraquements de fortune. Les ressources de l'Empire furent englouties dans ce projet pharaonique pendant que les provinces saignaient sous le poids des impôts. En l'an 68, abandonné par ses généraux et condamné à mort par le Sénat, Néron s'enfuit et se suicida. Il avait 30 ans. Sa dernière phrase, selon la tradition, fut
Quel artiste le monde perd en moins? Et ce n'est pas tout. Troisième dirigeant, Robert Mugabe, le libérateur devenu tyran. Robert Gabriel Mugabe prit le pouvoir au Zimbabwe en 1980 après des années de lutte armée contre le régime de ségrégation raciale de la Rhodésie. Il était alors perçu comme un héros de l'indépendance africaine, instruit, polyglotte, titulaire de plusieurs diplômes universitaires. Les premières années de son gouvernement apportèrent une amélioration réelle du système éducatif et des infrastructures sanitaires. Le taux d'alphabétisation grimpa, les espoirs aussi. Mais la transformation qui suivit fut l'une des plus dramatiques et tragiques du continent africain. À partir des années 90, Mugabe commença à consolider son pouvoir d'une manière de plus en plus brutale. En 2000, il lança une réforme agraire qui consistait, en pratique, à chasser violemment les agriculteurs blancs de leurs terres, parfois avec l'aide de milices armées, et à redistribuer ces terres à des partisans politiques, souvent sans expérience agricole. Le résultat fut catastrophique. Le Zimbabwe, qui était autrefois le grenier à blé de l'Afrique, sombra dans une pénurie alimentaire sans précédent. La production agricole s'effondra de 80% en quelques années seulement. Et voici ce qui est surprenant. Pour financer ses dépenses et ses dettes, le gouvernement zimbabwéen décida simplement d'imprimer de l'argent, en quantité astronomique. Ce qui déclencha l'une des hyperinflations les plus spectaculaires de l'histoire moderne. En 2008, le taux d'inflation atteignit officiellement 231 millions %. Et selon certains économistes, le chiffre réel était encore plus élevé. Le gouvernement émit des billets de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. Ces billets ne suffisaient même pas à acheter un pain. Les gens transportaient leur argent dans des brouettes pour faire leurs courses du matin. Approfondissons. Pendant tout ce temps, Mugabe organisait des élections dont les résultats étaient systématiquement truqués, faisait emprisonner ou assassiner ses opposants et vivait dans un luxe ostentatoire pendant que son peuple mourait de faim. L'espérance de vie au Zimbabwe, qui était de 60 ans dans les années 80, tomba à 37 ans en 2004, l'une des plus basses au monde. Ce n'était pas seulement la faute de l'épidémie de VIH, qui fut aussi aggravée par le manque de ressources et la corruption du système de santé. C'était le résultat direct de politiques désastreuses conduites par un homme convaincu d'avoir toujours raison. Mugabe fut finalement renversé par un coup d'État militaire en novembre 2017, à l'âge de 93 ans. Il mourut 2 ans plus tard. Le Zimbabwe se remet encore de son passage. Maintenant, faites attention. Quatrième dirigeant, Pol Pot, l'utopiste qui vida les villes. Salotsar, connu sous le pseudonyme de Pol Pot, dirigea le Cambodge de 1975 à 1979 sous le nom des Khmers rouges. Il avait étudié à Paris dans les années 50, où il fut séduit par les idées communistes les plus radicales. Quand il prit le pouvoir, il n'avait qu'un seul objectif: transformer le Cambodge en une société agraire pure, sans classe, sans ville, sans intellectuels, sans argent, sans religion. Il appela cette société l'an zéro, comme si l'histoire elle-même devait recommencer de zéro sous sa direction. Le premier acte de son régime fut d'évacuer de force l'ensemble de la population de Phnom Penh, environ 2 millions de personnes, vers les campagnes. En quelques jours, les malades furent chassés des hôpitaux, les personnes âgées furent contraintes de marcher. Ceux qui ne pouvaient pas suivre la cadence furent abattus sur place. Les lunettes, les livres, les diplômes devinrent des signes de dangerosité sociale. Parler une langue étrangère pouvait signifier la mort. Être médecin, enseignant, ingénieur, être instruit tout simplement, était une condamnation à mort potentielle. Puis un autre détail apparaît. Les Khmers rouges créèrent des camps de travail dans tout le pays où les ennemis du peuple étaient torturés et exécutés. Le plus célèbre d'entre eux, S21, ancienne école de Phnom Penh transformée en centre d'interrogatoire, vit passer plus de 17 000 détenus. Moins d'une dizaine survécurent. Les fosses communes découvertes après la chute du régime témoignent de l'ampleur du massacre. En 4 ans, le régime de Pol Pot extermina entre 1 700 000 et 2 millions de personnes, soit entre 20 et 25% de la population totale du Cambodge. Proportionnellement, c'est l'un des génocides les plus meurtriers du XXe siècle. Et voici ce qui soulève des questions. Pol Pot ne se présentait pas comme un monstre. Il parlait de bonheur collectif, de pureté révolutionnaire, d'un monde meilleur. Jusqu'à sa mort en 1998, il refusa de reconnaître ses crimes. Dans l'une de ses dernières interviews, il déclara « Ma conscience est claire ». C'est peut-être cela,
la vérité la plus effrayante. Non pas qu'il ait su ce qu'il faisait et s'en soit moqué, mais qu'il ait sincèrement cru en son projet. L'idéologie, quand elle devient absolue, peut transformer n'importe qui en bourreau. Et voici un autre exemple. 5e dirigeant, Idi Amin Dada, le général qui mangeait ses ennemis. Idi Amin prit le pouvoir en Ouganda en 1971 par un coup d'État militaire contre Milton Obote. Dans les premières semaines, certains l'accueillirent avec soulagement, espérant une rupture avec la répression précédente. Ce fut une erreur de calcul monumentale. En 8 ans de règne, Amin transforma l'Ouganda en état de terreur, où les arrestations arbitraires, les tortures et les exécutions sommaires étaient la norme. Les estimations du nombre de victimes varient entre 100 000 et 500 000 personnes. Des opposants politiques, des minorités ethniques, des intellectuels, des religieux et parfois de simples inconnus qui avaient eu le malheur d'attirer l'attention. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. Amin se donna lui-même des titres délirants. Son Excellence le Président à vie, Maréchal Al-Hadj Idi Amin Dada, conquérant de l'Empire britannique, docteur ès-lettres, Ordre suprême de la Croix de Victoria. Il se décerna lui-même la Croix de Victoria, une médaille britannique qu'il n'avait évidemment jamais reçue officiellement. Il prétendit également avoir conquis la Grande-Bretagne et exigea que les hommes d'affaires britanniques vivant en Ouganda le portent sur leurs épaules lors d'une cérémonie publique. Ils obéirent. Mais il existe une autre version. Certaines des histoires les plus sombres entourant Amin, notamment les accusations de cannibalisme, sont difficiles à vérifier historiquement. Son ancien médecin personnel affirma dans un livre avoir trouvé des organes humains dans son réfrigérateur. D'autres témoignages évoquent des rituels où Amin aurait consommé la chair de ses ennemis pour s'approprier leur force. Ces récits sont présents dans de nombreux témoignages d'époque, mais leur vérification reste impossible avec certitude. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les corps de ses victimes étaient régulièrement retrouvés mutilés. Amin fut renversé en 1979 lors d'une invasion tanzanienne et mourut en exil en Arabie Saoudite en 2003. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 6e dirigeant, Kim Jong-il, le cinéaste qui affamait son peuple. Kim Jong-il hérita du pouvoir en Corée du Nord de son père Kim Il-sung en 1994 et dirigea le pays jusqu'à sa mort en 2011. Sous son règne, la Corée du Nord traversa l'une des famines les plus meurtrières de la seconde moitié du XXe siècle. Entre 1994 et 1998, ce qu'on appelle l'Arduous March, la marche ardue, fit entre 300 000 et 1 million de morts selon les estimations les plus prudentes. Certains chercheurs avancent le chiffre de 2 millions. Pendant ce temps, le gouvernement continuait d'exporter de la nourriture et de financer son programme nucléaire. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Kim Jong-il avait une passion secrète, ou plutôt pas si secrète, pour le cinéma. Il possédait une collection personnelle de plus de 20 000 films et se considérait comme un expert en art cinématographique. Il écrivit même un livre intitulé « Théorie du cinéma ». Pour concrétiser sa vision, il fit kidnapper en 1978 la célèbre actrice sud-coréenne Choi Eun-hee et son ex-mari, le réalisateur Shin Sang-ok, et les força à travailler pour lui en Corée du Nord pendant 8 ans. Shin réalisa plusieurs films sous la contrainte, dont un film de monstre géant, une sorte de Godzilla nord-coréen, que Kim appréciait particulièrement. Le couple réussit finalement à s'échapper lors d'un voyage officiel à Vienne en 1986. Passons à la suite. 7e dirigeant, Nicolae Ceausescu, le génie des Carpates qui ruinait sa nation. Nicolae Ceausescu dirigea la Roumanie de 1965 à 1989. Au début, il était même populaire en Occident. Il avait osé critiquer l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968, ce qui le fit passer pour un dirigeant communiste indépendant. Richard Nixon lui rendit visite. La reine Elisabeth II lui accorda une distinction honorifique britannique. Les banques occidentales lui prêtèrent des milliards de dollars. Et Ceausescu dépensa cet argent dans des projets mégalomanes dont le principal, la reconstruction totale du centre de Bucarest, nécessita la démolition de quartiers historiques entiers et le déplacement de dizaines de milliers de personnes. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Pour rembourser la dette extérieure, qu'il voulait effacer par point d'honneur,
Ceausescu imposa au peuple roumain des restrictions draconiennes. Dans les années 80, les Roumains vivaient avec des coupures d'électricité quotidiennes, des pénuries alimentaires sévères et un froid glacial en hiver, car le chauffage était rationné. Le pain, la farine, l'huile, le sucre, la viande étaient distribués sur carte de rationnement. Les ampoules étaient limitées à 40 watts. Le tout pendant que Ceausescu et son épouse Elena vivaient dans un luxe absolu, entourés de serviteurs et de palais gigantesques. Le détail suivant pourrait vous surprendre. En décembre 1989, lors d'un meeting public à Bucarest, quelque chose d'inédit se produisit. La foule commença à huer Ceausescu en direct, sous les caméras de la télévision nationale. On peut voir sur les archives la stupéfaction sur son visage. Il n'avait visiblement jamais envisagé cette possibilité. La révolution éclata. En quelques jours, il fut arrêté avec son épouse. Jugé en toute hâte par un tribunal militaire le 25 décembre 1989, le jour de Noël, ils furent tous deux condamnés à mort et fusillés dans la cour d'une caserne. La chute fut aussi rapide que spectaculaire. Mais il y a une nuance. 8e dirigeant, Francisco Macias Nguema, le premier président de Guinée équatoriale qui éteignit les Lumières. Peu de gens connaissent Francisco Macias Nguema, mais son histoire est l'une des plus terrifiantes de l'histoire africaine postcoloniale. Élu premier président de la Guinée équatoriale en 1968, il transforma rapidement ce petit pays en l'un des régimes les plus brutaux et les plus isolés du monde. Il se proclama le seul miracle de la Guinée équatoriale, interdit les lunettes, les porteurs étant considérés comme des intellectuels suspects, et fit exécuter des milliers de personnes. On estime qu'entre un tiers et la moitié de la population du pays fut soit tuée, soit contrainte à l'exil sous son règne. Et voici un autre exemple. Macias fit brûler tous les bateaux du pays pour empêcher toute fuite. Il interdit le mot intellectuel dans le vocabulaire national. Il fit fermer les bibliothèques. Il fit exécuter tous les professeurs qu'il put trouver. À un moment donné, il était l'unique personne dans tout le pays à détenir les clés des finances nationales. Littéralement. L'argent de l'État était stocké dans des sacs en plastique dans sa propre maison. Il ferma les banques, expulsa les professionnels étrangers et laissa l'infrastructure du pays s'effondrer totalement. Des centrales électriques tombèrent en panne sans personnel qualifié pour les entretenir. Le pays fut plongé dans l'obscurité, au sens propre. Il est temps de continuer. 9e dirigeant, Saparmurat Niyazov, le président turkmène qui renomma l'émoi. Saparmurat Niyazov, qui se donna lui-même le titre de Turkmenbashi, chef des Turkmènes, dirigea le Turkménistan de l'indépendance en 1991 jusqu'à sa mort en 2006. Il accumula un culte de la personnalité parmi les plus extravagants de l'histoire moderne. Son portrait ornait tous les billets de banque, les bouteilles de vodka et les écrans de télévision. Une statue en or de 21 mètres à son effigie tournait sur elle-même pour toujours faire face au soleil à Ashgabat, la capitale. Ici se cache un point important. Niyazov rebaptisa les mois de l'année. Janvier devint Turkmenbashi, son propre nom. Avril reçut le nom de sa mère, Gurban Soltan. Il interdit les opéras et les cirques, les considérant comme contraires à la culture nationale. Il interdit aux médecins de poser des diagnostics et leur ordonna de prêter serment sur son livre sacré plutôt que sur Hippocrate. Il ferma tous les hôpitaux ruraux et toutes les bibliothèques hors de la capitale. Pendant ce temps, le Turkménistan, assis sur d'immenses réserves de gaz naturel, aurait pu être prospère. La richesse nationale profita principalement à l'élite autour du président. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. 10e dirigeant, Jean Bédel Bokassa, l'Africain qui se couronna empereur. Jean Bédel Bokassa prit le pouvoir en République centrafricaine par un coup d'État en 1966. Vétéran de l'armée française, décoré durant la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale, il semblait au départ un officier discipliné. Ce qu'il devint est autre chose. En 1977, inspiré par Napoléon Bonaparte dont il était obsédé, il décida de transformer la République centrafricaine en empire centrafricain et de se couronner lui-même empereur Bokassa Ier. La cérémonie de couronnement, organisée en décembre 1977, coûta environ 30 millions de dollars, soit l'équivalent d'une année entière du budget national du pays. Il y a une suite. En avril 1979, des écoliers qui refusaient d'acheter les uniformes scolaires imposés, fabriqués par une compagnie appartenant à Bokassa lui-même, furent arrêtés par sa garde personnelle.
Selon de nombreux témoignages, Bokassa participa en personne aux bastonnades. Des dizaines d'enfants moururent. Le scandale international qui suivit fut tel que la France, son principal soutien financier, décida finalement de renverser Bokassa en septembre 1979 lors de l'opération Barracuda. À son procès en 1986, il fut reconnu coupable de meurtre, d'anthropophagie, cannibalisme et de plusieurs autres crimes. Sa peine de mort fut commuée en emprisonnement à vie, puis il fut libéré en 1993. Et puis, un retournement inattendu. 11e dirigeant, Mao Tse-tung, le grand bond qui fit reculer la Chine. Mao Tse-tung unifia la Chine en 1949 après des décennies de guerre civile et d'occupation japonaise. Pour des millions de Chinois, c'était la promesse d'un avenir meilleur. Et sur certains points, alphabétisation, unification nationale, statut international, les premières années apportèrent des changements réels. Mais en 1958, Mao lança le grand bond en avant, une campagne visant à industrialiser et collectiviser la Chine à une vitesse vertigineuse. Ce fut l'une des catastrophes humaines les plus dévastatrices du XXe siècle. Ce moment change tout. La collectivisation forcée de l'agriculture détruisit les systèmes de production alimentaire traditionnels. Les fonctionnaires locaux, craignant d'être punis pour de mauvais résultats, falsifiaient les chiffres de production agricole en les gonflant artificiellement. Pékin croyait que la Chine produisait des surplus de nourriture et continuait d'exporter des céréales à l'étranger, pendant que des dizaines de millions de paysans mouraient de faim. Entre 1959 et 1961, la famine provoquée par ces politiques tua entre 15 et 55 millions de personnes, selon les estimations des historiens. C'est la plus grande famine de l'histoire humaine. Examinons le point suivant. L'une des sous-campagnes les plus absurdes du Grand Bond fut la guerre aux moineaux. Mao décida que les moineaux mangeaient trop de grains et ordonna leur extermination totale. Des millions de Chinois participèrent pendant des jours entiers à chasser et tuer des oiseaux. Les moineaux, épuisés d'avoir volé sans pouvoir se poser, tombaient morts d'eux-mêmes. La population de moineaux s'effondra. Mais sans moineaux pour les manger, les populations d'insectes, criquets, chenilles, ravageurs, explosèrent. Les récoltes suivantes furent dévastées. La nature venait de rappeler à Mao qu'elle ne se plie pas aux décrets politiques. Avançons. 12e dirigeant, Saddam Hussein, l'homme qui draina les marées pour punir un peuple. Saddam Hussein dirigea l'Irak de 1979 à 2003. Son règne fut marqué par deux guerres catastrophiques. La guerre Iran-Irak qui dura 8 ans et fit entre 1 et 2 millions de morts, et la guerre du Golfe de 1991, ainsi que par une répression interne permanente. Mais l'un des actes les plus délibérément destructeurs de son règne concerne les Arabes des Marais, une communauté chiite qui vivait depuis des millénaires dans les zones humides du sud de l'Irak, l'une des plus grandes zones marécageuses du Proche-Orient et berceau potentiel de la civilisation sumérienne. Maintenant, ce qui est souvent caché. Après la révolte chiite de 1991 que Saddam réprima dans le sang, il décida de punir collectivement les populations des marais en les privant de leur environnement naturel. Son gouvernement lança d'immenses travaux de drainage et de détournement des fleuves Tigre et Euphrate, asséchant délibérément les marécages. En moins de 10 ans, plus de 90% des zones humides disparurent. Une civilisation vieille de 5000 ans, les Madanes ou Arabes des marais, fut pratiquement effacée. Des centaines de milliers de personnes furent déplacées, affamées, pourchassées. L'écosystème, lui, fut détruit en quelques années par ce qui aurait normalement pris des siècles. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 13e dirigeant, Enver Hoxha, le dictateur albanais qui couvrit son pays de bunkers. Enver Hoxha dirigea l'Albanie de 1944 à 1985 en faisant l'un des États les plus isolés et les plus répressifs d'Europe. Sa paranoïa de l'invasion étrangère atteignit des sommets extraordinaires. Il fit construire plus de 700 000 bunkers en béton répartis sur l'ensemble du territoire albanais, soit un bunker pour 4 habitants. Ces structures, indestructibles en pratique, parsèment encore aujourd'hui les campagnes, les plages et les villes albanaises. Elles coûtèrent à l'État albanais une fortune astronomique, qui aurait pu financer des hôpitaux, des écoles ou des routes. Et voici un fait rarement évoqué. Hoxha déclara l'Albanie premier État athée du monde en 1967 et interdit toute pratique religieuse sous peine de mort. Des mosquées, des églises et des monastères furent démolis ou transformés en entrepôts, gymnasiums ou étables.
Des centaines de prêtres et d'imams furent exécutés. Parallèlement, il rompit successivement avec tous ses alliés, l'Union soviétique, la Chine, la Yougoslavie, finissant par isoler complètement l'Albanie du reste du monde. À sa mort en 1985, l'Albanie était le pays le plus pauvre d'Europe, avec une économie en ruine et une population terrifiée. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 14e dirigeant, Amin al-Hafiz et la série de coups d'État syriens. La Syrie, entre 1949 et 1970, fut le théâtre de pas moins de 11 coups d'État militaires réussis, un record mondial pour une période aussi courte. Chaque dirigeant qui prenait le pouvoir promettait stabilité et prospérité. Chacun se retrouvait renversé en quelques mois ou quelques années après avoir contribué à déstabiliser davantage les institutions du pays. Amin al-Hafiz, qui dirigea brièvement la Syrie en 1963, illustre parfaitement cette spirale. Arrivé au pouvoir par un coup d'État du parti Baas, il fut lui-même renversé 2 ans plus tard par un autre coup d'État interne au même parti. L'instabilité permanente laissa le pays dans un état de paralysie institutionnelle dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Le détail suivant pourrait vous surprendre. 15e dirigeant, Meles Zenawi et la famine éthiopienne sous Mengistu. Avant de parler de Meles Zenawi, il faut s'arrêter sur son prédécesseur, Mengistu Haile Mariam, qui dirigea l'Éthiopie de 1977 à 1991 dans le cadre d'un régime militaro-marxiste appelé le Derg. En 1984 et 1985, une famine dévastatrice frappa l'Éthiopie, tuant entre 500 000 et 1 million de personnes. Le monde découvrit la catastrophe grâce au reportage de la BBC et au concert Live Aid organisé par Bob Geldof. Mais ce que le monde ne sut pas immédiatement, c'est que le gouvernement de Mengistu utilisait l'aide alimentaire internationale comme arme politique. Voici un détail important. Des rapports ultérieurs révélèrent que le régime détournait une partie de l'aide pour nourrir ses soldats et financer des déplacements forcés de population, une politique de villagisation qui consistait à déplacer des millions de paysans des régions rebelles vers des zones contrôlées par le gouvernement. Ces déplacements forcés provoquèrent eux-mêmes des milliers de morts supplémentaires. Pendant ce temps, Mengistu organisait pour le 10e anniversaire de la révolution éthiopienne une célébration fastueuse qui coûta des dizaines de millions de dollars. Des tonnes de nourriture importée pour les festivités furent stockées dans des entrepôts officiels pendant que des Éthiopiens mouraient de faim à quelques kilomètres. Examinons le point suivant. 16e dirigeant, Yahya Khan et la création du Bangladesh dans le sang. En 1971, le Pakistan était encore un seul pays, divisé géographiquement en Pakistan occidental et Pakistan oriental, séparés par plus de 1500 km de territoire indien. Quand la Ligue Awami du Pakistan oriental remporta les élections nationales, le général Yahya Khan, chef du gouvernement militaire, refusa d'accepter le résultat. Il lança l'opération Searchlight, une campagne militaire contre la population du Pakistan oriental, principalement bengali, qui dégénéra en massacre à grande échelle. Et voici ce qui soulève des questions. Les estimations du nombre de victimes varient considérablement, mais la plupart des historiens s'accordent sur un chiffre situé entre 300 000 et 3 millions de morts en 9 mois. Des millions de réfugiés fuirent vers l'Inde. L'Inde intervint militairement, battit l'armée pakistanaise en moins de 2 semaines, et le Bangladesh naquit en décembre 1971. Yahya Khan fut renversé, contraint à la démission, et passa le reste de sa vie sous résidence surveillée au Pakistan. Il mourut en 1980. Sa politique avait non seulement tué des centaines de milliers de personnes, mais aussi fracturé irrémédiablement son propre pays. Passons à la suite. 17e dirigeant, Suharto et les 30 ans de corruption organisée en Indonésie. Suharto prit le pouvoir en Indonésie en 1966 après un coup d'État sanglant qui fut suivi d'un des massacres les moins connus du XXe siècle. Entre 500 000 et 1 million de personnes soupçonnées d'être communistes furent tuées en quelques mois. Son régime, qu'il appela le Nouvel Ordre, dura 32 ans. Pendant ce temps, l'Indonésie connut une certaine croissance économique, ce qui lui valut longtemps un certain soutien occidental. Mais cette croissance masquait une corruption systémique d'une ampleur colossale. Selon Transparency International, Suharto serait le dirigeant le plus corrompu de l'histoire moderne, ayant détourné entre 15 et 35 milliards de dollars de fonds publics. Mais attendez, en 1975,
l'armée indonésienne envahit le Timor oriental, ancienne colonie portugaise qui venait de proclamer son indépendance. L'occupation dura 24 ans et fit, selon les estimations, entre 100 000 et 180 000 morts, sur une population d'environ 600 000 personnes. Ce génocide se déroula dans un relatif silence international, car l'Occident, en pleine guerre froide, préférait fermer les yeux sur les crimes d'un allié anticommuniste. Suharto fut renversé en 1998, au milieu de la crise financière asiatique que sa mauvaise gouvernance avait contribué à amplifier. Il mourut en 2008 sans jamais avoir été jugé. Et cela devient encore plus intéressant. 18e dirigeant, Mobutu Sese Seko, l'homme qui vola un pays entier. Joseph Désiré Mobutu, qui se rebaptisa lui-même Mobutu Sese Seko Kuku, ce qui signifie approximativement « le guerrier tout-puissant qui va de conquête en conquête, laissant le feu dans son sillage », dirigea le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, de 1965 à 1997. Pendant 32 ans, il pilla méthodiquement l'un des pays les plus riches en ressources naturelles d'Afrique. Sa fortune personnelle est estimée à entre 4 et 8 milliards de dollars, à peu près l'équivalent de la dette extérieure totale du Zaïre à la même époque. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Mobutu ne cachait pas vraiment sa corruption. Lors d'un discours mémorable, il déclara un jour à ses ministres, paraphrasant son propre exemple, « Volez un peu, mais pas trop ». Cette philosophie du vol modéré comme principe de gouvernance illustre parfaitement l'état d'esprit d'un régime où la prédation était institutionnalisée. Pendant ce temps, les infrastructures du pays, routes, hôpitaux, écoles, s'effondraient. Le réseau routier, hérité de la période coloniale belge, se dégrada progressivement jusqu'à rendre certaines régions pratiquement inaccessibles. Mobutu fut renversé en 1997 par les forces de Laurent-Désiré Kabila, soutenues par le Rwanda et l'Ouganda. Il mourut au Maroc quelques mois plus tard d'un cancer. Maintenant, faites attention. 19e dirigeant, Papa Doc Duvalier, le médecin qui terrifiait son peuple avec des zombies. François Duvalier, dit Papa Doc, prit le pouvoir en Haïti en 1957, après avoir été élu démocratiquement, une de ces ironies que l'histoire affectionne. Médecin de formation, il avait même participé à des campagnes humanitaires contre le yose, une maladie tropicale, ce qui lui avait valu une certaine estime populaire. Mais une fois au pouvoir, il développa un système de répression unique en son genre, fondé en partie sur une manipulation habile des croyances vaudou haïtiennes. Et puis, un retournement inattendu. Duvalier créa les Tontons Macoutes, une milice paramilitaire dont le nom désigne dans le folklore haïtien une sorte de croque-mitaine. Ces hommes, habillés de lunettes noires et armés de machettes et de revolvers, semaient la terreur dans tout le pays, exécutant les opposants, pillant les villages et arrêtant des milliers de personnes. Papa Doc lui-même cultivait délibérément une image mystérieuse et inquiétante, s'habillant en noir et utilisant un langage et des rituels qui évoquaient Baron Samedi, le Loa vaudou de la mort. Cela fonctionnait. Beaucoup de Haïtiens croyaient sincèrement qu'il était doté de pouvoirs surnaturels. Sous son règne et celui de son fils Jean-Claude Baby-Doc Duvalier, Haïti, déjà le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, sombra encore davantage. L'économie fut pillée, les intellectuels et les professionnels émigrèrent en masse. Une fuite des cerveaux qui priva le pays de plusieurs générations de compétences. Entre 20 et 30 000 personnes furent tuées sous Papa Doc. Il mourut de maladie en 1971, après avoir modifié la Constitution pour faire de son fils, âgé de 19 ans, son successeur constitutionnel. Ce moment change tout. 20e dirigeant, Léopold II de Belgique. Le roi philanthrope qui possédait un pays. Léopold II, roi des Belges de 1965 à 1909, est l'un des cas les plus fascinants et les plus glaçants de l'histoire coloniale. Il ne gouvernait pas seulement la Belgique, il possédait personnellement l'État indépendant du Congo, une colonie privée d'environ 2 300 000 km², soit 80 fois la superficie de la Belgique. Il présenta toujours son projet congolais comme une mission humanitaire et philanthropique. Libérer les Africains de l'esclavage arabe, porter la civilisation. La réalité était radicalement différente. Approfondissons. Dans le Congo de Léopold II, les populations locales étaient soumises à un système de travail forcé pour la récolte du caoutchouc naturel, dont la demande mondiale explosait avec le développement des pneus et de l'industrie automobile. Ceux qui ne remplissaient pas leurs quotas voyaient leurs mains coupées, parfois celles de leurs enfants,
par les agents de la force publique, les milices privées de Léopold. Ses mains coupées, conservées parfois comme preuve de munitions utilisées, devinrent le symbole d'une atrocité que le monde finit par découvrir grâce aux reportages de journalistes comme Edmund Morel et du diplomate Roger Casement. Le nombre de morts sous le régime léopoldien est estimé entre 10 et 15 millions de personnes. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Léopold ne fut jamais jugé. Il vendit le Congo à l'État belge en 1908, après la révélation des atrocités et sous pression internationale, en négociant un paiement de 220 millions de francs belges pour lui-même et en effaçant toutes ses dettes personnelles. Il mourut en 1909, riche et chargé de distinctions. En Belgique, pendant des décennies, son règne fut présenté comme une réussite coloniale. Ce n'est que très récemment que la Belgique a commencé à affronter sérieusement ce passé. Voici un détail important. 21e dirigeant, Charles Taylor. Le seigneur de guerre qui finança sa guerre avec des diamants de sang. Charles Taylor dirigea le Liberia de 1997 à 2003, après avoir été l'un des principaux acteurs de la première guerre civile libérienne, qui fit plus de 200 000 morts et dévasta le pays pendant 7 ans. Sa méthode d'enrichissement personnel et de financement militaire reposait en grande partie sur le commerce de diamants en provenance de Sierra Leone voisine, où il soutenait le mouvement rebelle du RUF, le Front révolutionnaire uni, connu pour ses atrocités systématiques sur les civils, notamment l'amputation des membres comme tactique de terreur. Et voici un autre exemple. Le RUF, soutenu par Taylor, mutila des dizaines de milliers de civils sierra-léonais. Des enfants furent enlevés et transformés en soldats. Des villages entiers furent massacrés. Ces diamants du sang financèrent des années de guerre pendant que Taylor vivait dans l'opulence. En 2003, sous la pression internationale et militaire, Taylor fut contraint à l'exil au Nigeria. En 2006, il fut transféré devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone. En 2012, il fut reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, premier chef d'État condamné par une juridiction internationale depuis Nuremberg. Il purge actuellement une peine de 50 ans de prison en Grande-Bretagne. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. 22e dirigeant, Hastings Banda, le docteur de Cambridge qui interdit les pantalons aux femmes. Hastings Kamuzu Banda dirigea le Malawi de son indépendance en 1964 à 1994. 30 ans de pouvoir absolu. Médecin formé à l'université d'Édimbourg et à Chicago, il instaura rapidement un régime autoritaire dans lequel lui seul avait le droit de définir ce qui était acceptable dans la culture nationale. Il interdit aux femmes de porter des pantalons ou des jupes au-dessus du genou. Il interdit les films, les livres, les chansons et les coiffures qu'il jugeait contraires à la culture africaine traditionnelle. Simon et Garfunkel furent officiellement bannis du Malawi. Et ce n'est pas tout. Banda se fit appeler Ngwazi, le conquérant, et organisa régulièrement des défilés au cours desquels les femmes du parti dansaient pour lui. Il fit exécuter ou emprisonner des milliers d'opposants. Mais ce qui rend son cas particulièrement intéressant est la contradiction entre son éducation occidentale et sa gouvernance. Formé dans les meilleures universités britanniques et américaines, il choisit délibérément de construire un régime fondé sur l'arbitraire personnel et le conservatisme culturel exacerbé. L'économie du Malawi stagna pendant des décennies sous sa gouvernance, restant l'un des pays les plus pauvres du monde. Avançons. 23e dirigeant, Omar al-Bashir et le génocide du Darfour. Omar al-Bashir prit le pouvoir au Soudan en 1989 par un coup d'État militaire et dirigea le pays jusqu'à son renversement en 2019. Sous son règne, le Soudan fut impliqué dans plusieurs conflits internes dévastateurs. Le plus meurtrier est la guerre du Darfour, déclenchée en 2003, au cours de laquelle des milices arabes, les Janjaweed, financées et soutenues par le gouvernement de Khartoum, menèrent des massacres systématiques contre les populations africaines non arabes du Darfour. La Cour pénale internationale parle de génocide. Les estimations des morts varient entre 300 000 et 400 000 personnes. Environ 2,5 millions de personnes furent déplacées. Il y a une suite. Al-Bashir fut le premier chef d'État en exercice à faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, émis en 2009 puis en 2010, pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il continua néanmoins à voyager dans plusieurs pays africains et arabes qui refusèrent de l'extrader. Il fut renversé par l'armée soudanaise en 2019 et est actuellement emprisonné au Soudan dans l'attente d'un éventuel transfert à la CPI.
Et voici ce qui soulève des questions. 24e dirigeant, Loukachenko et la résistance blanche comme symbole. Alexandre Loukachenko dirige la Biélorussie depuis 1994, ce qui en fait le dirigeant non royal au pouvoir le plus longtemps dans l'espace post-soviétique. Il fut élu une première fois de manière relativement transparente, mais les élections suivantes furent systématiquement contestées par l'opposition et les observateurs internationaux. Après les élections présidentielles d'août 2020, dont les résultats furent massivement fraudés selon les organisations indépendantes, des centaines de milliers de Biélorusses descendirent dans les rues pendant des semaines. La répression fut brutale. Des milliers de manifestants furent arrêtés, battus, torturés dans des centres de détention. Et puis, un retournement inattendu. En mai 2021, le régime biélorusse fit forcer un avion de la compagnie Ryanair à atterrir à Minsk, en déroutant un vol commercial international sous prétexte d'une alerte à la bombe, uniquement pour arrêter à bord un jeune opposant biélorusse, Roman Protasevich, et sa compagne. Cette action, sans précédent dans l'histoire de l'aviation civile, provoqua une indignation internationale massive et valut à la Biélorussie de nouvelles sanctions économiques sévères. L'économie biélorusse, déjà fragilisée, continua de se dégrader. Le pays reste aujourd'hui l'un des plus isolés d'Europe. Examinons le point suivant. 25e dirigeant, Saparmurat Niyazov nous a déjà frappés. Avançons vers Gurbanguly Berdimuhamedov. Son successeur au Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, n'a guère fait mieux. Lui aussi cultiva un culte de la personnalité fastueux, son portrait partout, une statue équestre en or à son effigie, des livres publiés sous son nom sur des sujets aussi variés que les chevaux akaltékés, le thé, le melon et les vertus médicinales des plantes. Il fit construire une ville entière, Arkhadag, du nom d'un de ses titres officiels, et y transféra sa capitale. Pendant ce temps, le Turkménistan maintient sa population sous un contrôle sévère, avec un accès à Internet extrêmement limité et une presse totalement contrôlée. Les revenus gaziers ne profitent qu'à une élite restreinte. Maintenant, ce qui est souvent caché. 26e dirigeant, Yahya Jammeh, le guérisseur du VIH qui chassait les sorcières. Yahya Jammeh dirigea la Gambie de 1994 à 2017. Ce petit pays entouré de Sénégal eut droit à 2 décennies d'un régime dont le niveau d'extravagance dépasse l'entendement. Jammeh affirmait publiquement avoir découvert un remède contre le VIH/SIDA, un traitement à base de plantes et de récitations coraniques qu'il administrait lui-même certains jeudis. Des patients interrompaient leur traitement antirétroviraux pour suivre sa thérapie miraculeuse. Certains moururent en conséquence directe. Et voici un fait rarement évoqué. En 2009, Jammeh lança une campagne officielle contre la sorcellerie. Des milliers de Gambiens, principalement des personnes âgées, furent arrêtés par des équipes de chasseurs de sorcières et forcés de boire des potions hallucinogènes lors de rituels d'exorcisme. Plusieurs personnes moururent lors de ces séances. Jammeh se présenta aux élections de 2016 avec confiance, convaincu de gagner. Il perdit. Il refusa d'abord d'accepter le résultat, puis dut partir en exil en Guinée équatoriale sous la pression de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il aurait emporté avec lui une grande partie des réserves de la Banque centrale gambienne. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 27e dirigeant, Nicolás Maduro et l'effondrement du Venezuela pétrolier. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. C'est un fait géologique. Pourtant, sous la présidence de Nicolás Maduro, héritier de Hugo Chavez depuis 2013, le pays connut l'un des effondrements économiques les plus spectaculaires de l'histoire récente en dehors d'une guerre. Le PIB s'effondra de plus de 75% entre 2013 et 2020. L'hyperinflation atteignit des niveaux comparables à ceux du Zimbabwe de Mugabe, 1 million % en 2018, selon certaines estimations. Plus de 7 millions de Vénézuéliens quittèrent le pays, l'une des plus grandes crises migratoires de l'histoire des Amériques. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. La nationalisation massive des industries, la corruption endémique, les prix du pétrole administrés de façon irrationnelle, l'expulsion des compétences techniques étrangères et l'incapacité de maintenir les infrastructures pétrolières firent chuter la production de l'entreprise nationale PDVSA de 3 millions de barils par jour à moins d'1 million. Le Venezuela, assis sur un océan de pétrole, importa du carburant. Les hôpitaux manquèrent de médicaments de base. Des enfants moururent de maladies évitables. Maduro, lui, restait au pouvoir, s'appuyant sur l'armée
et sur une répression croissante de l'opposition. Et voici un autre exemple. 28e dirigeant, Bachar al-Assad et la destruction de la Syrie moderne. Bachar al-Assad hérita du pouvoir en Syrie en 2000 à la mort de son père Hafez. Ophtalmologiste de formation, il sembla d'abord incarner une modernisation possible. Mais quand le printemps arabe atteignit la Syrie en 2011 et que des manifestants pacifiques descendirent dans les rues, sa réponse fut militaire et brutale. La guerre civile qui suivit fit plus de 500 000 morts, détruisit des villes entières comme Alep et Homs et provoqua le déplacement de plus de 12 millions de Syriens, la moitié de la population du pays. Des armes chimiques furent utilisées contre des populations civiles. Le pays qui existait avant 2011 n'existe plus. 29e, 30e, 31e, 32e et 33e dirigeants. Une galerie finale. L'histoire ne manque pas d'exemples. Mengistu Haile Mariam finit ses jours en exil en Éthiopie, jamais extradé malgré une condamnation à mort par contumace. Le général Sani Abacha du Nigeria détourna entre 3 et 5 milliards de dollars pendant ses 5 années au pouvoir dans les années 90, laissant un pays pétrolier dans la pauvreté. Ferdinand Marcos des Philippines accumula une fortune estimée à 10 milliards de dollars tout en plaçant son pays sous la loi martiale pendant 9 ans. Pol Pot, déjà évoqué, mourait dans son lit et Augusto Pinochet du Chili, arrivé au pouvoir par un coup d'État sanglant en 1973, responsable de la mort et de la torture de milliers de personnes, mourut en 2006 sans jamais avoir été condamné. Ce que tous ces hommes avaient en commun, c'est qu'ils étaient convaincus d'avoir raison. Convaincus que leur vision, leur idéologie ou leur simple volonté de survie au pouvoir justifiait tout le reste. L'histoire leur a répondu avec une clarté brutale. Pour conclure, il est important de souligner que certains de ces récits restent partiellement controversés. Les chiffres des victimes varient selon les sources. Certains gouvernements ont minimisé les bilans, d'autres les ont exagérés pour des raisons politiques. Des historiens débattent encore de la responsabilité exacte de certains dirigeants, notamment en ce qui concerne les famines, où la part de la nature et celle de la politique humaine sont difficiles à démêler. Des versions alternatives existent pour Caligula, dont les sources antiques étaient souvent hostiles et potentiellement biaisées. Pour Néron et l'incendie de Rome, l'accusation directe n'a jamais été prouvée. Ce qui reste certain, en revanche, c'est que dans chacun de ces cas, des millions d'êtres humains ont payé le prix des erreurs, des délires ou des crimes d'un seul homme au sommet du pouvoir. L'histoire ne juge pas, elle enregistre. Et elle nous laisse, à nous, le soin de comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire des pires dirigeants du monde, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne 33 Facts. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et restez curieux.